Nous allons commencer les halakhot concernant les vers dans la nourriture. Les tolaïm. Il y a ce qu'on appelle des tolaïm, des vers ou alors des petits insectes qui sont dans la nourriture. Donc premièrement, de quel vers s'agit-il? Alors, il est clair qu'on ne va pas parler, quand on parle de vers, on parle de vers qui se voient à l'œil. Parce que s'il s'agit d'un insecte ou d'une paramécie, d'un être vivant qu'on ne voit pas à l'œil nu, avec des bons yeux à l'œil nu, la Torah n'interdit pas ces choses-là. Comme c'est connu que tout ce qu'on est obligé de voir au microscope n'a pas d'incidence au niveau de la halakha. D'accord? Tout le monde connaît cette histoire du prophète Sraïm. Quand on a découvert le microscope, alors il y avait un shochet qui est venu avec son microscope, il a montré son couteau de shochet. Et il a montré qu'effectivement, lui qui croyait au toucher, au doigt et à l'ongle, qu'il n'y avait pas du tout de défaut sur la lame, il a vérifié au microscope que c'était une véritable scie, son couteau, et il a été voir le prophète Sraïm, et le prophète Sraïm lui a expliqué que la Torah ne demande pas une chose qui est impossible. Donc c'est vrai que la science moderne vous permet de voir des choses extrêmement petites ou extrêmement grandes, mais la Torah ne se base que ce que l'œil voit, pas ce que on a besoin d'une technologie particulière pour voir, mais que ce que l'œil normal voit. Donc tous les insectes ou tous les vers qu'on est obligé d'utiliser un microscope pour les voir, ou même une loupe, il n'y a pas d'interdiction sur eux. Donc on ne parle pas de ce cas-là. Alors il y a trois sortes de vers. Il y a ce qu'on appelle des shratzim, des rampants. Il y a les rampants de l'eau, sheret samayim. Les rampants de l'eau, comme la Torah nous dit, comme chez shores bamayim, tout ce qui rentre dans l'eau. Alors, le deuxième klal de ces halakhot, c'est que le sheretz, que le ver est interdit que s'il est séparé de son lieu naturel. Que ce soit dans l'eau, que ce soit dans un fruit, ou que ce soit dans un poisson, s'il est intégré et qu'il n'est pas sorti dedans, qu'il est né là-bas et qu'il n'est pas sorti, il n'est pas interdit. Donc tout ver qui serait né dans son élément, et qui a grandi là-bas, mais qui n'a pas quitté cet élément, il reste caché, il fait partie de l'élément d'où il vient. Donc c'est par exemple, dans l'eau par exemple, c'est évident que dans l'eau, il y a énormément de bestioles, des bactéries, énormément de rampants qui sont dans l'eau. Alors, tant que ces rampants ne sont pas sortis de l'eau, par exemple, vous prenez un verre d'eau de source. Vous voyez un verre d'eau de source, si vous voyez qu'il est propre, vous pouvez le boire. Mais si vous voyez qu'il y a des éléments qui commencent à sortir de l'eau et monter sur les parois du verre, par exemple, alors ce verre-là sera interdit parce qu'il a quitté son élément. Alors évidemment, comme vous dites, comment on sait, la grande question c'est qu'on n'est pas très compétent pour savoir si un ver est né dedans ou s'il est rentré dedans après l'éclosion d'un fruit. Par exemple, quand vous avez un fruit si vous avez un ver dans un fruit, vous avez en général tendance à croire que le ver est rentré, comme par exemple dans les figues, au moment de la floraison, le ver s'installe et après le fruit se forme autour. Donc en vérité, le ver est rentré dans le fruit.
C'est pas qu'il est né du fruit. Quand par exemple les vers des fromages, il y a des gens qui aiment les fromages qui marchent. Parce que, en fait, si les vers ont été sécrétés par le fromage lui-même, alors ils sont permis, puisque c'est pas qu'il y avait des vers dans le lait, c'est ce que Pasteur a découvert, qu'il y a des êtres vivants qui prolifèrent. C'est pour ça qu'on pasteurise des choses pour justement empêcher l'évolution des vers. Donc nous, on n'est pas très compétents pour savoir. Donc c'est pour ça qu'en général, l'eau que nous buvons aujourd'hui, à moins de boire de l'eau directement à la source ou dans une rivière, l'eau que nous buvons, elle est passée, elle est traitée. Donc comme elle est traitée, il ne peut pas y avoir de verre qui passe avec. C'est pour ça que les anciens, les vieux d'avant, ils mettaient toujours une gaze sous leur robinet. Ils mettaient une gaze sous leur robinet parce que effectivement, il n'y a pas les mêmes techniques de nettoyage et de filtre des eaux. Donc ils mettaient une gaze dans le robinet pour éviter qu'il y ait des sangsues ou des vers qui passent. Et donc, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si ce ver a toujours habité dans l'eau, ou alors s'il est rentré, que de la même façon qu'il est rentré, il va en sortir. Donc effectivement, quand on ne sait pas, on doit passer au tamis ou à la passoire. Donc il y a les vers de l'eau, donc on a dit, ceux-là, il vaut mieux toujours utiliser donc du coton ou une gaze si on boit de l'eau d'un robinet où il n'y a pas de vérification. Par exemple, dans l'armée, il y a des normes, l'armée israélienne, il y a des normes bassines en plastique. Et il y a de l'eau qui sort par des robinets en zinc. Alors, effectivement, vous ne pouvez pas tellement savoir d'où vient cette eau. Peut-être qu'elle est attirée d'une rivière très proche. Donc le système de... Donc à part le fait de savoir qu'elle est potable, on ne l'a probablement pas passée comme il faut. Donc celui qui boit cette eau-là, il vaut mieux qu'il mette une gaze avant de boire cette eau. Etc. Nous, on n'a pas tellement ce problème quand on habite dans les villes, parce que soit on boit de l'eau de robinet qui est passée, soit on boit de l'eau de l'eau minérale qui a aussi été traitée. Mais naguit que vous soyez en pique-nique et que vous ayez envie de boire de l'eau fraîche d'une source, alors il vaut mieux remplir dans une bouteille et après mettre un coton ou une gaze avant de servir, pour éviter qu'il y ait des verres qui passent. Ça c'est le premier cas classique, ce qu'on appelle les Sheretz Hamayim. Deuxième cas, ce sont les vers plus classiques, les vers des fruits et des légumes. Les vers des fruits et des légumes, donc comme le Rambam nous dit, si le ver n'est jamais sorti, s'il n'y a pas de trou dans le fruit, c'est que le ver est né dedans. S'il n'y a pas de trou dans le fruit ou dans le légume, donc c'est qu'il n'y a pas de... Même s'il y a des vers dedans, ils seront permis, puisque s'il n'y a pas de trou, c'est qu'ils ne sont pas rentrés. Donc s'ils ne sont pas rentrés, on n'a aucun problème de les manger, et donc il n'y a pas besoin de vérifier. Donc par exemple, quand vous mangez par exemple des kitniot, quand vous mangez des fruits, des légumes secs, dans les légumes secs, il faut, quand vous les achetez, vérifier un par un ceux qui sont troués ou ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont troués, vous les jetez. Et si vous voulez vous amuser, vous ouvrez pour vérifier effectivement qu'il y a un canal et il y a probablement un insecte ou un ver qui est passé par là. Et donc s'ils sont entièrement propres, il n'y a pas de trou dedans, vous pouvez manger sans ouvrir. C'est le principe des pois chiches. Quand vous mangez des pois chiches, les gens qui font une dafina aux pois chiches, qu'est-ce qu'ils font? Ils trempent d'abord les pois chiches toute la nuit dans l'eau, et la technique est pas choute que quand
le pois chiche monte à la surface, c'est qu'en général, il est troué. Et donc, ceux qui vont monter à la surface, ceux qui sont bien fermés, ils vont couler. Ceux qui ne sont pas bien fermés, ils vont monter à la surface. Et donc, ceux-là, vous les jetez. Et si vous ne croyez pas, ben vous ouvrez, vous verrez effectivement que tous ceux qui sont troués, en général, ils ont un verre dedans. Ou un verre qui est passé dedans à un moment. Même problème pour les fèves, même problème pour les haricots, etc. Tout ce qui est féculent, kitniot, ce qu'on appelle kitniot pendant Pessah, ça se mange en général sec, et donc automatiquement, la technique de vérification doit être impérativement faite du un par un. On doit vérifier un par un. Et des lentilles aussi. Les lentilles, exactement. Quand même les lentilles, vous devez vérifier chaque lentille dans votre assiette. Le riz, la même chose, vous devez vérifier grain par grain. Alors qu'est-ce qu'ils font dans les... C'est pour ça que je dis toujours, il y a des orthodoxes qui sont très intelligents. Ils mangent de la badate, mais ils ne mangent pas de Madame Dupont. Par contre, de Madame Finkelstein. Ils préfèrent un Hercher qu'une dame. Alors c'est évident qu'une dame, à la maison, sa cache-croûte est sûrement plus sûre que la cache-croûte d'une salle, même d'un grand rabbin barbu, étant donné que tous les travailleurs sont en général des gens qui ne se préoccupent absolument pas de la cache-croûte, et donc c'est certainement plus sûr de manger d'une femme quand vous savez qu'elle fait attention, et donc il y a moins de risque qu'il y ait des verres qui traînent dans sa cuisine que dans les oulamot des salles. Et surtout que dans les salles de réception, comment il vérifie le riz? Eh bien, il vérifie par sondage séquentiel. C'est-à-dire, ils prennent un sac de riz et ils vérifient 3 verres au hasard. Ils prennent 3 verres en verre. Ils prennent des verres, ils vérifient 3 niveaux différents du riz dans le sac. Si c'est propre, hop, ils te balancent tout ça dans la marmite. Ils estiment que Hazaka, qu'il n'y a pas de verre, puisque sur 3 verres qu'on a vérifiés, il n'y avait pas de problème. Mais c'est quand même moins bien que les salles où on vérifie grain par grain, soit avec la machine qu'ils ont, une espèce de tapis roulant où les grains de riz passent, et dès qu'il y a un riz douteux, il est bloqué par une lumière de bloc. Donc il y a certaines salles où ils font ça. Où il y a des salles, par contre, il y a la salle de Oulaméor au Binyanka, par exemple, il y a une dame qui ne fait que ça, qui vérifie le riz à longueur de journée. Grain par grain. Donc c'est très important de faire attention à ces kitniotes, à ces légumineuses, parce que c'est toujours véreux. Puisque comme vous aimez la fève, les vers aussi, ils aiment les fèves. Comme vous aimez les lentilles, les vers aiment les lentilles. Donc ne croyez pas que les vers n'ont pas le même goût que les hommes, justement ils ont le même goût que les hommes, c'est pour ça qu'on les trouve. Donc tous les aliments, tous les céréales, et surtout toutes les légumineuses qu'on achète, on doit les vérifier. Maintenant, si on se rend compte que c'est trop véreux, alors on doit tout jeter. Tout jeter sans pitié. On peut jeter aux oiseaux pour éviter de faire du gaspillage. Mais on ne doit pas dire, puisque je vérifie un par un, oh, il y a 4/5 qui est véreux, mais le 1/5 qui reste est propre. Non, s'il y a trop de verre, on jette tout. Pareil, dans un cas classique, vous avez fait une soupe. Vous avez fait une soupe. Une fois que vous avez fait votre soupe, vous voyez qu'à la surface de la soupe, une bête qui monte. Une bête qui monte, ça veut dire qu'il n'y a qu'une bête. S'il y a 3 bêtes qui montent, vous êtes obligé de tout passer, parce que s'il y en a 3, il y en a plus que 3. S'il y en a une, il n'y en a qu'une, mais s'il y en a 3, ça veut dire qu'il n'y en a pas que 3. Et qu'à ce moment-là, vous n'avez pas le droit de boire cette soupe, il faut la passer d'abord. Si vous avez vu qu'il y a au moins 3 bêtes dans cette soupe, vous vérifiez qu'il y en a eu 3 insectes qui sont montés à la surface,
vous faites vous passez comment on appelle ça, à la passoire, toute la soupe. Et donc, maintenant, si d'aventure, les bêtes que vous avez trouvées n'étaient pas dans la soupe, mais elles étaient dans les légumes que vous aviez fait bouillir, vous avez sorti votre soupe, votre bouillon, il est propre, il n'y a pas de bête, mais pitom, quand vous soulevez vos légumes, vous voyez qu'il y a une bête dans un légume. Alors le problème est reporté aux légumes. Vous ne pouvez pas dire, oh, parce que le bouillon était propre, donc c'est pas important les légumes. Si dans le légume vous avez une bête, vous devez vérifier qu'il n'y en a pas d'autres. Et même topo, donc si vous en trouvez 3, vous jetez tous les légumes. Puisque vous ne pouvez pas, vous pouvez boire le bouillon, puisque vous avez vérifié qu'il n'y a rien, mais les légumes, eux, ils sont immangeables. Donc ça peut arriver tout le temps. On voit ça même je veux dire, un jour j'ai commandé d'un illustre Hercher, hyper rigoureux, et qui dit du mal sur tout le monde. Par contre, il n'y avait pas de moins dans une salade de betterave. Il n'y avait pas moins dans la salade de betterave qu'une énorme limace. Une limace. Vous voyez, quand je dis une limace, c'est-à-dire un truc de 3 cm de long sur une espèce de saucisse, vous voyez. Il avait la couleur de la betterave d'ailleurs, mais il avait quand même des rayures fendillées qui m'ont porté à soupçon. Et donc il y avait carrément une limace. Vous voyez bien que vous auriez dit, mais la betterave, c'est pas forcément un légume véreux. Eh ben, il se trouve qu'il y avait une magnifique limace. Donc si je n'avais pas eu de mérite, j'aurais avalé de la betterave avec une limace avec. Et donc ça m'a fait rire parce que je dis toujours, plus les Herchérim critiquent les autres, et plus Dieu va leur donner les preuves qui sont aussi faillibles que tout le monde. J'aurais bien voulu lui téléphoner en lui disant, vous savez, si vous voulez voir un zoo, j'ai de quoi commencer. Vous pouvez commencer, j'ai une bête rose à la couleur la couleur de la betterave, conviendra parfaitement pour ouvrir le zoo. Donc, et ce monsieur, quand vous l'entendez parler, il critique tous les autres Herchérim, il n'y a que le sien qui est sérieux. J'ai envie de changer de radio quand vous l'entendez parler. Donc ça veut dire qu'il faut se fier à rien, mais à personne, puisqu'il y a toujours des risques de bêtes. C'est normal, je dis, à part les aliments qui sont tellement pulvérisés, empoisonnés, qu'il n'y a plus rien à manger dedans, donc les vers se sauvent. Autrement, il y a toujours des risques, et donc vous devez faire toujours attention à votre assiette, et la personne qui cuisine doit toujours faire attention, il peut y avoir des vers partout, bien qu'il y ait une présomption sur quelque chose. Je vous ai raconté cette histoire, une histoire vraie, que les gens de la communauté d'Aix-les-Bains en France, il y a une communauté orthodoxe à Aix-les-Bains, ils avaient demandé au Baba Salé, de son vivant, ils ont dit pourquoi les séfarades ont perdu leur primauté dans la Torah après le XVIe siècle. Jusqu'au XVIe siècle, vous voyez, en Espagne, en Europe, partout, il y a beaucoup de Rishonim, aussi bien dans la Gemara, que dans le Talmud, que dans le Shulchan Aruch, que dans la Kabbalah. Et après le XVIe siècle, vous voyez que le monde ashkénaze l'emporte beaucoup plus. Alors, ils ont posé la question au Baba Salé, il a répondu, parce qu'il ne faisait pas attention aux vérifications des légumes. Or, celui qui mange des vers, ça bouche le cerveau. Ça lui bouche le cerveau, comme celui qui boit du vin non juif, ça bouche le cœur. Celui qui mange des vers, ça lui bouche le cerveau. Et donc, effectivement, comme dans les pays séfarades, sûrement qu'il y avait plus d'abondance que dans les pays européens, donc les gens avaient tendance à se laisser aller, à ne pas vérifier comme il faut, surtout les légumineuses. Pourquoi en Europe, vous voyez bien que le gefilte fish, par exemple,
Le gefilte fish, à part le hareng qui reste entier, le gefilte fish c'est quoi? C'est de la carpe qui est broyée. Pourquoi de la carpe broyée? Parce qu'on en vient à la troisième catégorie, les vers qu'il y a dans les poissons. Il peut y avoir des vers dans l'eau, on l'a vu. Il peut y avoir des vers dans les légumes et les fruits. Il peut y avoir des vers dans les poissons. Or, les vers dans les poissons, il y a deux sortes de vers. Il y a le ver qui est inhérent au corps de la bête, ou à la tête ou à son corps. Et celui-là, vous ne pouvez même pas l'identifier, parce il ressemble, il s'intègre dans la chair et dans la peau, et donc vous ne pouvez même pas l'identifier. Il a la même couleur, et il a la même couleur, et il ne bouge pas, et pourtant c'est un ver. C'est-à-dire qu'il est rentré dans le poisson, il n'est pas né avec lui. Il est rentré dans le poisson, il n'est pas né avec lui, donc il est interdit. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un ver, quelque part? Nous allons donner l'exemple d'ailleurs des fraises, puisqu'aujourd'hui il y a un très gros problème dans le monde avec les fraises. Les fraises pratiquement partout dans le monde, donc même ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à travers le monde, ils doivent savoir que s'ils veulent faire attention à ce qu'ils mangent, ils doivent se renseigner auprès de la rabbanoute locale si dans le pays où ils habitent il y a des problèmes sur les fraises ou pas. Qu'est-ce qui se passe avec les fraises par exemple? C'est que sur chaque fraise il y a un ver qui est caché derrière le grain noir. Vous avez, chaque fraise a des grains noirs. Derrière chaque fraise, derrière chaque grain noir il y a un ver. Et on ne le voit pas. C'est pas qu'il faut un microscope pour le voir. On ne le voit pas parce qu'il se cache, pas parce qu'il est invisible. S'il était invisible, on pourrait le manger. Comme on a dit, s'il fallait un microscope, on pourrait le manger. Mais là, le problème, c'est qu'il n'est pas invisible, c'est qu'il est visible, mais nous, on ne le voit pas. Parce qu'il sait se planquer comme il faut sous le grain, sous la graine. Alors, quel est je vous ai dit dans le monde ashkénaze, pourquoi ils mangeaient du gefilte fish? Pourquoi ils ne mangeaient pas de la carpe, comme elle est? Parce que quand vous nettoyez un aliment au mieux, quand vous l'avez nettoyé au mieux, et que vous le broyez, vous le faites tachoun, vous le broyez, il devient permis, parce qu'il y a deux permissions. D'abord, vous l'avez nettoyé, et on dit ce qui reste, de toute façon, ne sera pas entier, sera pulvérisé, et donc, comme ce qui est interdit, c'est un verre entier et non pas pulvérisé, donc vous pouvez sauver la situation en le mangeant broyé. Mais vous ne pouvez faire ça, de broyer l'aliment, que si c'est la recette. La recette de cuisine le permet de broyer. Si vous faites exprès de le broyer pour le manger, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas le droit. Il faut que dans la recette, il y ait cette technique-là de broyer. Donc aujourd'hui, en Israël en tous les cas, vous ne pouvez manger des fraises que si vous les faites en confiture ou en glace à la fraise. Parce qu'il faut absolument les mixer, ce qui paraîtrait que c'est le fameux, très célèbre Rav Vaya, qui est spécialiste des vers, qui a dit qu'il n'y a aucune possibilité de sortir de là. Mais donc si vous voulez faire une glace à la fraise, par exemple, vous avez le droit, parce que pour faire de la glace, il faut broyer les fraises. Vous voulez faire une confiture, ça marche aussi, parce que vous broyez les fraises. Mais si vous voulez faire une recette originale de broyer quelque chose pour pouvoir le manger, ça ne marche pas. Donc dans notre histoire de la carpe, donc dans le monde ashkénaze, justement, comme il n'y avait pas beaucoup de poissons, la pauvre carpe qui était l'un des rares poissons qu'il y avait en Pologne, en Russie, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il la faisait en gefilte fish, en poisson broyé. Et donc on voit bien que la misère du monde ashkénaze leur a permis de garder le cerveau clair, puisque faute de ne rien manger, ils n'ont pas pu rendre leur esprit brouillé par les vers qu'ils auraient éventuellement mangés. Donc toutes les recettes de cuisine qu'il y a en général, c'est toujours derrière chaque recette de cuisine se cache une halakha qui va se transmettre de mère en fille sans que la fille le sache, et donc même si elle quitte le judaïsme, elle fera du gefilte fish en broyant la carpe, donc elle donnera à manger
à ses invités au moins du poisson qui n'est pas, où il n'y a pas de verre. Alors maintenant, Donc les fraises, dernier, les fraises il faut les manger en confiture ou en glace. Alors évidemment, On les met dans quand l'eau. vous achetez on les au... met dans l'eau. Avec du Justement, savon. on les met dans l'eau avec du savon avant ça. On fait ce qu'on peut déjà. On les met dans l'eau avec du savon et après on les broie et on les... Vous les avez peut-être tués, vous les avez peut-être évacués. Maintenant, celles qui resteraient, les bestioles qui resteraient, elles sont toujours là. Et une bestiole morte, elle n'est pas plus permise qu'une bestiole vivante. Bestiole vivante, donc vous la broyez et sinon vous ne pouvez pas manger. Sinon il y a un problème. Alors maintenant, vous allez poser une question judicieuse. Quand vous achetez des yaourts aux fraises, il y a beaucoup de yaourts aux fraises. Et pourtant, tous les Herchérim prennent des yaourts aux fraises. Alors comment ils font? Eh bien, ils importent les fraises de pays où il n'y a pas de problème de fraises. Ce n'est pas des fraises israéliennes ou... Ils se renseignent d'abord dans quel pays, et ils sont de moins en moins nombreux en ce moment, où il n'y a pas de problème sur les fraises. Vous voyez bien que ce n'est pas évident cette histoire-là, puisque tout le monde croit que c'est une exagération, mais apparemment, il n'y a pas tellement où aller. On est obligé de, pour l'instant. Ah, parce que, comme m'a expliqué un parent à moi qui travaillait là-dedans, il était au Bouche-Catif, donc il faisait de la salade et il faisait toutes ces choses sans verre. À l'époque, c'était sans verre. Il m'a expliqué que la technologie, les verres, il la surmonte. Au Bouche-Catif, c'était faisable parce que c'était du sable. Dans le sable, les verres n'aiment pas aller. Donc ils ne s'approchaient pas du tout à cause du sable. Il pouvait y avoir des moucherons. Ils ne pouvaient pas avoir de verre. Mais aujourd'hui, ils prennent la même technique, mais sur la terre. Donc la technologie, elle marche un certain temps, mais après, c'est comme dans le monde du gangstérisme, les gangsters, ils connaissent les mêmes techniques pour ouvrir les coffres que les policiers. Donc la même chose ici, les verts, ils déjouent la technologie et après, ils vous disent, pas de problème, tu as trouvé une patente pour empêcher que je rentre, je vais quand même arriver. Et c'est pour ça qu'on est toujours poursuivi par ces histoires de verre, parce que, effectivement, la nature reprend toujours le dessus sur la technologie. L'homme n'arrive pas à convaincre le monde animal, c'est pour ça que vous avez toujours des vers partout. Voilà. Dernière question, c'est sur est-ce qu'on a le droit de manger des vers quand ils sont brûlés? Si un verre a été calciné, est-ce qu'il est permis? Eh bien oui. Quand le verre est calciné, il est permis. Pourquoi? Parce qu'il change complètement d'identité. Donc, quand vous vous posez une question, comment se fait-il que dans toute la pâtisserie israélienne, il y ait toujours du grain de sésame ou du péreg? Il y a du péreg, du pavot, ou des grains de sésame à veux-tu en voilà. Or, les grains de sésame et les pavots sont véreux. Alors ne me faites pas croire que Mohammed, il fait grain par grain dans les usines de Borékas où ils sortent des millions de Borékas. Donc en vérité, c'est que c'est des productions qui sont grillées. Sont grillées dans des fours qui vont jusqu'à 1000 degrés. Et donc à ce moment-là, les éventuelles bestioles qui étaient là-bas ont été calcinées complètement. C'est uniquement pour ça que les gens peuvent manger ça, parce que même s'il y avait des vers, ils ont été brûlés. Maintenant, si vous arrivez à une température qui n'est pas aussi forte que ça, si le verre n'est que brûlé, mais il n'est pas calciné, et il est encore là, mort, brûlé, mais on reconnaît son corps encore, il n'est pas permis pour autant. Pourquoi? Parce que, ça c'est le Taz qui nous dit ça, il n'y a pas une interdiction à ce moment-là de verre. En tant que verre, il n'est pas interdit puisqu'il a été brûlé, mais il y a une interdiction de Bal Teshaketsu, une interdiction de ne pas manger des choses dégoûtantes pour l'âme. Donc Bal Teshaketsu, ça nous permet ça nous oblige à faire attention même aux verres qui seraient mal brûlés. Donc si vous achetez un produit qui n'est pas
qui n'a pas été torréfié, comme les cacahuètes, les amandes, les pistaches, tout ça, c'est torréfié. C'est fait sur des plaques qu'on chauffe. Si la température n'est pas suffisamment grande, alors vous devez vérifier ce que vous mangez, les noix de cajou, les cacahuètes, etc., parce qu'il peut y avoir des vers dedans. Et donc c'est pas parce qu'il a été grillé qu'il est arrivé à un degré d'être calciné que vous ne le reconnaissiez plus. La preuve, vous vérifiez dans une noix de cajou, vous ouvrez la noix de cajou, vous voyez très souvent qu'il y a une ligne blanche à l'intérieur, et il y a même le cadavre du verre qui a été torréfié, mais le verre est encore là. Donc on voit bien que dans tout ce qu'on mange, il faut faire attention. Les olives, n'en parlons pas. Les olives, surtout les noires, c'est le nid à verre. Donc, surtout qu'elle est noire, donc vous avez du mal quand vous l'ouvrez à vérifier qu'il y a un verre. Mais toutes ces choses-là, il faut les vérifier. Parce que nous pouvons, comme dit le proverbe en yiddish, que chaque juif, il se mange bien un petit cochon chaque année. Avec ça et ça et ça et ça, chaque juif, il mange un petit cochon. Alors, il ne faut pas dire, ah, mais j'ai acheté, c'est un très bon hercher. Ça peut être un très bon hercher, mais les bêtes, elles ne regardent pas le hercher pour rentrer ou pas. Dernière question, toute pshuta, évidente, c'est la farine. La farine rend indispensable absolument que vous soyez dans n'importe quel pays de passer la farine. Si vous êtes dans un pays froid, alors on permet des tamis assez larges. Si vous êtes dans un pays chaud comme ici, même s'il y a un roulement de stock de farine qui va très vite, pas comme du temps où je suis arrivé en Israël il y a 30 ans, il y avait des macolettes qui gardaient des paquets de farine, vous voyez que c'était des semaines et des semaines. Donc là-bas, quand vous vérifiez le tamis, vous pouviez ouvrir un seau, tranquille, il y avait plus de verre que de farine. Donc, ils ont instauré le tamis du Chazon-Ish, ce qu'ils appellent le tamis du Chazon-Ish. Il est extrêmement fin, et celui-là ne fait rien passer, donc c'est le plus efficace. Mais dans les pays froids, les rabbanouyot permettent un tamis plus large, puisque là-bas, le froid, justement, ne fait que les bêtes ne vont pas se développer aussi facilement que dans les pays chauds. Donc, indispensable, donc si vous mangez chez quelqu'un, ne lui demandez pas le hercher qui mange, demandez-lui s'il passe la farine pour les pains qu'il va vous servir. S'il ne passe pas la farine, vous êtes en problème. Il y a des problèmes beaucoup plus graves sur la farine qu'il y en a sur la viande ou sur l'huile. Ouais. Donc c'est des questions qu'il faut savoir quelles questions poser si vous allez chez quelqu'un. Parce qu'il peut être de bonne volonté, mais ne pas connaître les lois. Voilà. Avec les olives, par exemple, il faut les ouvrir. Si l'olive est entièrement fermée, entièrement bleue, non, même si elle est entièrement fermée, il n'y a aucun problème. Si elle est cassée, ce qu'ils appellent les olives cassées, qu'elles soient vertes ou noires, elle est cassée, donc elle est ouverte. Donc celle-là, il faut la vérifier. Même en conserve. Mais, est-ce que vous croyez que les olives, les verres ne sont pas rentrés parce qu'ils allaient être mis en conserve? Juste une question. Si jamais on a été chez quelqu'un... non, admettons, ma mère elle est venue chez moi, elle m'a fait une casserole de riz, elle n'a pas vérifié. Qu'est-ce qu'on fait du riz? Ben vous le vérifiez. Cuit? Ben ouais, tant pis. Au moins cuit. Quand il y a un point noir avec un verre dedans, vous le verrez de toute façon. Voilà. Deuxième... Ben avec ça, c'est bien pour le régime, parce qu'on va arrêter de manger. Non, vous voyez bien que vous avez mangé chez moi avant Hachem. Chez moi, c'est un laboratoire pharmaceutique. Ma femme, elle a très très peur de ça. Et puis en plus, elle a le chic de trouver même des vers dans les oignons qui vous brûlent les yeux. Même le ver, il n'a pas eu peur de rentrer dans l'oignon qui brûle les yeux. Même dans les aliments où il n'y a pas théoriquement de ver, on peut en trouver. Et puis je vous dis, il n'y a pas que les vers. Il y a des fois des maisons où il y a des fourmis. Sans vous parler des usines. Les usines et les fourmis, bon, Hachem. Bonjour le zoo. Donc quand vous êtes chez vous, au moins si vous voyez des fourmis arriver sur votre table de travail, bah, vous savez qu'il faut intervenir parce que
ne parle pas des cafards, etc., parce que les cafards, ils sont plus gros et on les voit, c'est malheureux à dire. Un jour, j'ai mangé chez quelqu'un qui était surveillant de cache-route. Surveillant de cache-route, et évidemment, pendant tout le repas, il m'a mis une tête comme ça, pour me dire, il ne faut pas manger ça, faut manger ça, faut manger ça. Mais chez lui, c'était bourré de cafards, et je n'ai rien mangé pour tout le repas, parce que j'avais tellement peur d'avaler une antenne de jouk. Et je me dis, voilà, encore une fois, il parle sur la cache-route du monde entier, mais ça fait très très peur quand vous voyez des milliers de bestioles, par contre, qui tournent dans la cuisine, vous dites, il y en a bien une qui est tombée dans la soupe. Donc, et ça une personne s'en rend compte quand elle cuisine, mais dans une salle de mariage, vous pensez bien que si le directeur ou le mashguer n'a pas vérifié ce coin-là, il peut y avoir des fourmis qui se promènent et tout ce qu'on veut. Pas évident du tout. Pas évident du tout. Les vraies personnes scrupuleuses de cache-route, par contre, les gens qui vous disent « Ah, moi je suis très scrupuleux en cache-route », je ne veux pas les voir dans une salle de mariage de bar mitzvah. C'est une honte de leur part de s'asseoir parce qu'il est impossible qu'on puisse surveiller de façon impeccable dans une salle. Donc si vraiment tu es sérieux, tu amènes ton morceau de pain et tu manges que le pain. Et tu bois un peu de vin si tu as vérifié qui a ouvert la bouteille. Mais sinon, vous voyez les gens, ils mangent allègrement. Faites-moi rire. Vous pouvez à tire-larigot trouver des problèmes dans une salle. Est-ce que le vinaigre, c'est bien le vinaigre? Non. Aujourd'hui, le vinaigre n'a plus aucune efficacité. C'est le vinaigre dont la Talmud parlait, c'était du vinaigre de vin qui tuait les bêtes. Aujourd'hui, le vinaigre synthétique qu'on a, les bêtes meurent, mais elles restent dedans comme il faut. Et congelé, quand on les congèle? Alors là, si l'aliment est propre et que vous le congelez, c'est efficace. Mais c'est pas parce que vous l'avez congelé qu'il devient efficace. Il faut qu'il soit propre, alors ça ne se proliférera pas si vous l'avez congelé. Puisque vous avez fait du riz, vous avez fait du riz à l'avance, alors ce que vous utilisez, vous l'utilisez, parce que le reste, vous pouvez le mettre en congélation. Là, c'est bien, en congélation. Vous évitez une vérification pour la suite. Oui, parce que dans la congélation, il n'y a pas de prolifération. Voilà, deuxième. Donc si on fait du riz, on peut mettre aussi du savon? Non, le savon c'est que sur les légumes sur lesquels le verre glisse. Le riz, je vous ai dit, tout ce qui est légumineux, il faut le vérifier, ne grimpe à rien dans une assiette. Mais ça veut dire quoi quand il est un peu noir le riz, ça veut dire qu'il y a un verre dedans? Bah ouais. À moins que ce soit un grain noir du riz. C'est à vous d'apprendre comment on définit. Je crois que c'est entre les grains pour le riz plutôt. Les verres du riz, ils sont blancs. D'accord? Ils sont blancs comme le riz. Mais très souvent, vous avez un grain noir qui est... C'est à vous de regarder bien ce qui se passe, quoi. Et tout ce qui est déjà vérifié, il n'y a pas de problème? Tout ce qui est sous vide et tout qui vendent... Si c'est sous vide et congelé, oui. Non, congelé, non, mais sous vide. Il faut vérifier que le sous vide suffit, parce que si c'est sous vide dans une chaleur de supermarché, des fois ça ne protège pas suffisamment, le sous vide. Non, même les sachets comme ça, le badat, c'est vérifié, etc. Le badat, c'est vérifié, c'est des histoires de grand-mère. Il ne peut pas y avoir de badat, c'est vérifié. Vous ne pouvez avoir du badat, c'est vérifié que si c'est congelé dans le magasin ou dans un frigidaire dans le magasin. Sinon, c'est pas vrai. Ça a été vérifié, mais entre-temps, les verres, ils ont travaillé. Donc justement, si c'est un vrai badatz, pas un badatz financier, comme ils le sont tous, mais un badatz de cacheroute amiti, il exigera du magasin de mettre ça dans un frigidaire quand c'est fermé et en frigidaire. Au moins frigidaire si ce n'est pas congelé. Sinon, vous pouvez vérifier vous-même qu'entre-temps les verres ils ont travaillé. Voilà. Maintenant, il y a une autre volet de notre shiur, c'est le Parashat HaShavua. La Parashat HaShavua, elle s'appelle Béar. Donc la mitzvah que tout le monde connaît dans Béar, c'est la mitzvah de Shemitah, Har Sinai. D'ailleurs, on dit d'ailleurs qu'est-ce que vient faire le Shemitah avec le Sinaï. C'est très classique, quand on dit deux choses n'ont rien à voir entre elles. On dit, qu'est-ce que vient faire la Shemitah avec le Sinaï? Mais à part la Shemitah, il y a d'autres mitzvot, et une mitzvah, la première mitzvah dont on parle, après les problèmes de Shemitah et de Yovel, sont
la mitzvah dont on parle, c'est la mitzvah de vendre un bien à son ami. Et là-bas, quand on vend un bien à son ami, la Torah nous dit Lo tonu ish et amito. Il ne faut pas frauder, il ne faut pas parler frauduleusement à son ami. Et de là, on apprend un grand principe qui, justement, comme par hasard, tombe pendant les jours de nos mères. Parce que là, Parashat Béar, on l'a dit automatiquement pendant les jours de nos mères. Il ne faut pas frauder son ami. Là-bas, on apprend qu'il ne s'agit pas seulement de frauder au niveau, de rouler quelqu'un au niveau des affaires, mais il s'agit de la façon dont on parle aux gens. Comment doit-on parler aux gens? C'est la mitzvah de la Torah de ne pas vexer quelqu'un dans le discours. Pas vexer avec les paroles, pas vexer autrui. Classique, cas classique, de dire à un Baal Tshuva, la prendre quelqu'un qui revient à la Torah, dans un accès de colère, lui dire rappelle-toi qui tu étais, et maintenant rappelle-toi qui tu étais, et maintenant tu ouvres ta bouche. Si on l'a fait, c'est très compliqué cette histoire-là. Si on l'a fait pour le remettre à sa place, alors même quand on le fait pour le remettre à sa place, ce qui n'est pas évident du tout, il faut le faire avec une grande délicatesse. Et le deuxième cas classique, c'est le cas du guerre. Le cas du guerre veut dire, ce que dit l'Agmara là-bas, une bouche qui a mangé des choses interdites, elle se permet maintenant de dire des paroles de Torah. Ou lui dire, on sait d'où vous venez, vous. Donc ça, ce sont des méthodes de discours qui s'appellent vexer. On ne parle pas de quelqu'un qui le fait à brûle-pourpoint, on parle de quelqu'un qui le fait, justement, quand à bout d'arguments, quelqu'un qui à bout d'arguments va insulter quelqu'un, mais au lieu de l'insulter par une insulte classique, il va l'insulter sur un point faible qu'il a. C'est ce qu'on appelle onar. On appelle ça frauder une personne. C'est la tromper parce qu'en fait, quand vous parlez avec quelqu'un, il s'est installé un rapport de franchise entre vous et la personne. Alors maintenant, si vous parlez, la personne vous énerve et que vous vous déchaînez sur elle avec une chose qui est blessante, vous vous appelez être transgresser cette histoire de l'autonouet ishamit, amito. Mais on nous donne un exemple. L'exemple qu'on nous donne, c'est l'exemple de Yov. Quand Yov a eu ses malheurs, Yov était très riche, était marié, il avait des enfants, des garçons, des filles, était très honoré par tout le monde, et puis d'un jour à l'autre, le Satan s'est déclenché sur lui, et il a perdu sa fortune, ses enfants, sa femme, et jusqu'à ce qu'il soit lui-même criblé de malheurs physiques. Et malgré tout, il est resté dans sa foi. Et donc ses amis viennent le voir, et un de ses amis, comme par hasard qui s'appelle Eliphaz, qui a le même nom que le père d'Amalek, il lui dit, de toute façon on ne peut pas te parler, puisque tu es toujours moraliste, mais peut-être que tous les malheurs qui t'arrivent, c'est pour prouver que tu as fait tout ça pour être bien. Que toute ta piété que tu as eue jusque-là, elle était pour être tranquille. Mais que peut-être que tout ce qui t'arrive maintenant, c'est justement pour voir que tu n'es pas vraiment le Shem Shamaim, tu ne fais pas les choses pour elles-mêmes, tu les fais par intérêt. Donc il
Il lui assène un coup en lui disant, peut-être que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'était parce que tu pensais que, en étant religieux, je suis protégé. En étant croyant, Dieu va me laisser tranquille. Donc, si quelqu'un est dans le malheur, par exemple, il ne faut pas venir lui dire ça. Lui dire, vous voyez, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, vos simagrées religieuses, c'était en vérité, c'était des superstitions, parce qu'en fait, vous voyez, vous n'avez pas été protégé. Donc tu l'as abattu en insultant, en disant que toute la raison pour laquelle il faisait la Torah et les mitzvot, c'était uniquement parce que il avait un intérêt là-dedans. Il était tranquille de ça. Alors il dit peut-être que maintenant on va te voir, peut-être. Maintenant que la roue a tourné, peut-être que maintenant tu vas changer d'avis. Donc c'est une façon très grave de vexer quelqu'un, alors que, c'est redevenu à la mode d'ailleurs, alors qu'aujourd'hui, la mode, bon, Hachem, c'est revenu à la mode en Occident, la mode est de compliment. Vous connaissez ça? La mode maintenant, c'est de complimenter l'autre. Comme on dit en hébreu, le fargel. Complimenter les gens. Avant, la mode, c'était de casser, de toujours dire du mal de quelqu'un, soit un homme politique quand on le reçoit, soit un artiste, soit un écrivain. Et là, maintenant, la mode tourne, en ce moment, ça tient du Mashiach, ça, vous voyez, que la mode revient à dire que les gens ont besoin de se complimenter. Complimentons-nous. Complimenter au niveau vestimentaire, au niveau des idées, au niveau des choix que la personne a eu. Et donc c'est tout le contraire de cette mitzvah-là de l'autonou ishlamito. Et on voit bien que dans les relations humaines, si la Torah nous parle de ça comme une mitzvah très très importante, qui est valable de tout temps, hommes et femmes, c'est qu'effectivement l'homme a tendance à toujours s'attaquer à quelqu'un quand il parle avec lui et de l'attaquer sur un point faible qu'il a. Hein? Vous n'avez pas quoi dire, vous dites, de toute façon, vous êtes un imbécile, donc je ne peux pas parler avec vous. C'est bas comme... c'est vulgaire comme défense. Hein? Il n'y a qu'une seule permission à la mitzvah de l'autonou, c'est quand il s'agit d'un homme vulgaire lui-même. Si quelqu'un est un vendeur ou un personnage ne sait pas parler respectueusement avec vous, vous avez le droit de lui répondre sur le même ton que lui. Donc on n'est pas en train d'encourager le principe de tendre à l'autre joue. On dit que si on a affaire à un homme très bagarreur, qui cherche toujours à dire du mal quand il parle avec vous, vous avez le droit de lui répondre du tac au tac pour qu'il se calme. Mais on dit, c'est vrai que c'est permis, mais ça ne s'appelle pas Midat Chassidout. C'est que Midat Chassidout, dit la Gemara, c'est heureux les gens qui entendent leur honte et qui ne répondent pas, et qui sont ceux qui sont vexés et pas ceux qui vexent. Ça, c'est Midat Chassidout. C'est-à-dire, même avec quelqu'un qui est en dessous de tout, d'après la piété très forte, il faudrait ne pas répondre. Et le Sefer HaChinour de vous dire, le fameux Sefer HaChinour, il vous dit, en vérité, je vais te confier un secret. Il va te dire, quelqu'un qui ne se dispute jamais avec les gens, personne ne l'insultera. Lui, on ne l'insultera pas. Quand quelqu'un prend l'habitude de ne jamais utiliser des armes basses quand il parle avec quelqu'un, comme dernier recours de l'insulter
en le traitant de guerre ou de balchouva ou d'idiot, d'accord? Si quelqu'un n'utilise pas ces armes-là dans la vie, donc il n'est pas mis de côté, il n'aime pas les bagarres verbales avec les gens, il essaie toujours d'éviter l'envenimement d'une situation verbale. Alors le Sefer Achino, il vous dit, celui-là, il est connu que celui-là, jamais il sera insulté. Puisqu'il n'y a pas de prise chez lui. Ça veut dire que tout se passe comme si les gens se sentent agressés, c'est pour ça qu'ils attaquent. Mais si vous faites passer un message et qu'il sécrète de vous un discours de paix, mais pas d'aller chercher dire du mal de quelqu'un, d'essayer de l'attaquer quand vous le rencontrez, automatiquement la personne n'aura aucune raison, même si elle a l'habitude de parler comme ça avec tout le monde, elle ne le fera pas avec vous parce qu'elle se sentira en confiance. Ça veut dire que c'est une mitzvah extrêmement importante, puisque c'est toute la mitzvah, les relations humaines qui sont là-dedans. Et bien qu'il y a des gens, même quand ils sont entre amis, avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec leurs collègues de travail, ils sont toujours obligés d'attaquer, enfin ils appellent ça taquiner, mais en réalité, des fois la taquinerie, comment on dit ? Charrier, oui. Ils croient que c'est de la plaisanterie de bonne aloi, en vérité, mais très mal prise quelquefois. C'est-à-dire que les personnes savent que s'ils ouvrent la bouche, c'est uniquement pour dire quelque chose qui ne va pas, quoi. Tes chaussures sont bien cirées aujourd'hui, tiens, aujourd'hui, tu as rendez-vous, tes chaussures sont cirées, tiens. Vous voyez ? Des trucs, comme on dit chez les gens, on dit, ça va une fois, mais après c'est le bon. Donc, et ça donne une atmosphère extrêmement désagréable dans les relations humaines. C'est pour ça que les Chachamim nous disent que ce sont des mitzvot qui sont très difficiles à appliquer parce que elles sont banalisées. Les gens vont dire, mais j'ai rien dit de mal. Je ne l'ai pas insulté vraiment, on était entre copains, entre amis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oui, mais tu t'es habitué, par ce terme, comme vous dites, de charrier, tu t'es habitué à faire de la honaa, c'est-à-dire à vexer, à toujours amoindrir la personne en face, alors que peut-être que la personne en face, elle a besoin justement qu'on la rehausse. Peut-être qu'elle est elle se voit très mal vis-à-vis d'elle-même, elle voit que ses défauts, et toi tu rajoutes là-dessus. Donc la mitzvah de l'otonu est ishlamité, on l'apprend au départ sur les relations d'affaires, qu'il ne faut pas rouler les gens, se moquer d'eux dans les affaires, mais en réalité on dérive sur le côté moral et le côté des relations humaines qui n'ont rien à voir avec les affaires. Et ça frôle aussi en quoi il y a la tromperie là-dedans? C'est parce que vous faites passer pour un ami. Si quelqu'un sait que vous êtes un ennemi, alors d'accord, il acceptera que vous lui parliez mal. Vous lui disiez sans arrêt des choses désagréables. Mais quand vous passez au départ, quelqu'un qui fait partie de son groupe d'amis et de relations de travail, etc., puis vous dévoilez que ce n'est pas du tout un ami, c'est quelqu'un qui vous cherche du mal verbalement. Je ne vous ai pas parlé du cas classique, des gens qui rentrent dans un magasin et qui font croire aux vendeurs qu'ils vont acheter. Alors qu'ils n'ont aucune intention d'acheter, alors ils se font amis avec le vendeur, mais en réalité ils n'ont rien acheté du tout. Alors ça, cette relation, elle est typiquement dans les affaires. Il faut être clair, c'est-à-dire si vous rentrez dans un magasin, vous dites à la personne, je n'ai pas l'intention d'acheter, mais je me renseigne. Mais ne donnez pas de fausses joies au vendeur que vous allez acheter. C'est ce qu'on appelle encore une fois une honaa, c'est une fraude linguistique. Vous dites des mots pour faire croire que vous êtes amis, que vous aimez ce magasin, que c'est bien arrangé, c'est bien disposé, etc. Mais en réalité, vous n'avez aucune intention d'acheter, vous ne voulez rien que faire passer pour quelqu'un de
sympathique aux yeux du vendeur. Alors ça, je ne vous le dis pas, c'est évident que c'est interdit de faire ça. Si vous rentrez dans un magasin ou si vous parlez avec quelqu'un, vous lui dire tout de suite, c'est pas pour acheter ou c'est pour acheter. Ou c'est peut-être pour acheter. Hein? Mais par-delà le côté financier et commercial, il ne faut pas oublier cette mitzvah de relations humaines, qu'il faut toujours s'arranger pour dire les choses telles qu'elles sont, sans ni augmenter, ni diminuer, et surtout pas vexer. L'interdiction de vexer, c'est le mot. L'otonu est